Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Aujourd'hui, je pénètre dans le temple de la gourmandise, l'endroit où la pâtissière Nina Métayer élabore ses créations. Dans son quotidien bien rempli, elle a pris le temps de répondre à mes questions. Allez, je vous laisse écouter. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Nina Métayer. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire où on se trouve ? Ici, on est dans l'atelier de la délicatisserie, à Issy-les-Moulineaux, là où on fabrique tous nos desserts pour nos différents points de vente. C'est un peu le temple de la gourmandise. Oui. Je suis arrivée, il y avait un œuf géant, enfin un moule d'œufs géants qui était entreposé devant l'atelier. C'est pour une création de cette année ? Alors on est en recherche et développement, on a toute une partie recherche et développement et on est constamment en recherche. Là, on est sur la gamme de l'année prochaine parce qu'il faut 1 an pour créer. Alors, ensemble, on va retracer votre parcours et tout simplement, je vais débuter par l'enfance. Souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la vocation, elle est née dès l'enfance ? Est-ce que être pâtissière, c'était quelque chose dès l'enfance qui a émergé ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, quand j'étais enfant, j'étais une grande gourmande. J'étais pas beaucoup dans les cuisines, mais plutôt à table. Mes parents ont toujours beaucoup cuisiné, mais pas vraiment le sucré. Pas du tout le sucré. Mon père faisait quelques poires belle Hélène, mais c'est tout. Et avec ma grand-mère, on faisait quelques galettes charentaises, mais pas grand-chose non plus. Et puis finalement, c'est au fur et à mesure de rencontres des gens, de voyages, et d'envie qui m'ont amené à la boulangerie puis à la pâtisserie. Mais ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des rencontres et surtout des hasards et des opportunités. À quel âge vous faites ce voyage ? Du coup, j'ai l'impression, un voyage qui a un petit peu changé votre vie. Quel a été le cheminement, le parcours que vous avez eu ? Alors, à 16 ans, je décide de partir au Mexique en échange scolaire avec le Rotary Club de La Rochelle qui font partir des étudiants avant la majorité. Et du coup, je suis partie au Mexique pendant 1 an dans une famille d'accueil. Waouh, à 16 ans quand même. Hein. À 16 ans. C'était incroyable, c'était le plus beau voyage de ma vie. J'ai fait beaucoup d'humanitaire là-bas et j'ai rencontré des gens incroyables et j'avais envie d'habiter là-bas. Et en fait, par envie d'habiter là-bas, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? Et en tant que bonne française, je me suis dit que si je ramenais un savoir-faire français, ça pourrait être pas mal. Et c'est là où je me suis dit que je pourrais devenir boulangère au Mexique. Mais je savais pas que j'allais vraiment aimer faire du pain au départ. Le but, c'était d'habiter au Mexique. Et puis, je suis rentrée en France. J'ai passé mon bac. Et je voulais... En fait, mes parents m'ont dit passe ton bac quand même parce que la boulangerie à l'époque, même si mes parents ont toujours beaucoup soutenu l'artisanat et ce que je voulais faire, ils m'ont dit passe ton bac, ça pourra toujours t'ouvrir plus de portes. Surtout que la boulangerie, à l'époque, il y avait pas... c'est pas un métier qui était particulièrement bien vu. Et que si on pouvait faire autre chose, valait mieux faire autre chose. Assurer ses arrières un petit peu. Voilà. Et puis après mon bac, j'ai eu le droit de passer un CAP en boulangerie. Ça n'a pas été évident d'entrer dans ce métier parce que finalement, je me suis confrontée à quelque chose que j'avais pas forcément imaginé. Je travaille depuis que je suis assez jeune parce que j'ai fait beaucoup de le week-end. Je faisais des petits boulots, aussi pendant les vacances scolaires, etc. Donc j'avais un beau parcours professionnel déjà avec une belle expérience où j'étais partie au Mexique à 16 ans. Donc j'étais indépendante et donc je m'attendais à trouver très facilement du travail en boulangerie. Et finalement, les portes se sont assez vite fermées parce que j'étais une femme et pas très costaud et on m'attendait pas à me voir là. Et j'étais très surprise parce que j'avais pas vu cette chose arriver. Et finalement, en cherchant bien, j'ai fini par trouver une boulangerie incroyable, Pailla, Denis Baron, qui m'a ouvert les portes de la boulangerie après avoir fait une 20aine de boulangeries où ils ont pas voulu de moi. Parce que vous étiez une femme ? Oui, parce que ça se voyait pas les femmes à l'époque dans ce métier et par manque de peut-être de c'était une idée reçue de manque de force pour c'est ça. Faire ce métier. Exactement. Ouais. Et après, ce que je veux dire aussi, c'est que je leur en veux pas et je peux comprendre. C'est vrai que quand on a une boulangerie-pâtisserie et qu'on prend un apprenti, l'apprenti qu'on prend, c'est quand même une aide qui est très importante et c'est pas rien. Le choix d'un apprenti dans sa boutique.
Et souvent, c'est des petites boulangeries où il y a 2-3 personnes qui font le pain et les gâteaux. Il faut pouvoir compter sur les gens, sur les uns les autres. Et c'est vrai que quand ils m'ont vu arriver avec, je faisais le même poids qu'un sac de farine, ils se sont demandé comment j'allais faire pour le porter. Et puis finalement, Denis Baron a pas du tout vu le problème. Et il m'a embauchée. Et évidemment, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis tombée amoureuse du pain. Mélanger de la farine, de l'eau, du sel et en faire quelque chose de vivant. Et que moi je sois capable d'en faire quelque chose de vivant, tout d'un coup un pouvoir magique, c'est comme si je venais d'acquérir un pouvoir magique qui donnait vie à quelque chose et qui après transmettait ce bonheur et cette passion, parce que finalement tout le monde aime le pain, tout le monde aime la baguette chaude, et moi j'arrivais avec cette fierté de c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai jamais été aussi fière que ramener mon pain chez moi, à mes voisins, à mes amis. Vous diriez, ce que vous évoquez sur la féminisation du métier, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie et même en cuisine de manière générale, vous voyez cette évolution, que ces métiers de bouche se féminisent petit à petit? Alors oui, il y a une grande féminisation des métiers. Après, comment j'en suis venue à la pâtisserie, peut-être aussi, parce que ça peut être intéressant pour répondre à cette question-là. En arrivant à Paris, je me suis retrouvée confrontée au même problème. J'ai pas été prise dans les boulangeries dans lesquelles j'ai postulé pour le même problème. Et là, pour le coup, j'avais un peu plus d'expérience. Et donc, je me suis dit, comment faire pour étoffer encore mon expérience, pour être prise dans ce métier que j'aime vraiment. Maintenant, c'était plus comme... Il a fallu vous battre 2 fois plus qu'un homme, quelque part. Enfin, se battre, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, redoubler d'efforts, peut-être. C'est-à-dire trouver d'autres chemins pour y arriver. D'accord. J'ai pas pu prendre le même chemin qu'eux. Et finalement, c'est peut-être ça qui m'a aidée aussi, parce que j'en suis arrivée à la pâtisserie simplement au départ pour étoffer mon CV en boulangerie, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne une passion. Pour moi, c'était vraiment juste une corde de plus à mon arc qui pouvait m'aider à atteindre mon but, c'était de faire du pain. Et finalement, le chemin que j'ai pris m'a emmené vers la pâtisserie. Et finalement, on m'a transmis encore cette passion pour la pâtisserie. Et c'est ce métier-là qui m'a permis de m'accomplir. Et qui m'a permis de trouver, d'aller même peut-être plus loin que ce que j'avais imaginé. Et évidemment, en rentrant en pâtisserie, c'était plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les écoles de pâtisserie, de filles, parce qu'on est à des postes aussi de petites mains. Quand j'ai commencé le métier, c'était pas du tout, il y avait pas de femmes, ou très peu de femmes avec chefs, des responsabilités. Parce que finalement, dans les beaux établissements en pâtisserie, ce sont des chefs de brigade. Et des chefs de brigade, par définition, c'était des hommes. Parce qu'on était des bonnes pâtissières ou des bonnes cuisinières, mais on était bonnes pour faire à manger à notre famille et pas forcément à faire à manger dans un restaurant ou dans une pâtisserie. C'est quelque chose qui a été perceptible ou qui s'est aussi traduit par des mots, cette défiance vis-à-vis des femmes? C'est un petit peu partout, j'ai envie de dire. C'était aussi bien des gestes, des petites actions du quotidien, c'est-à-dire que je me suis toujours fait aider. Et au début, je trouvais ça chouette, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'était pas chouette de se faire aider parce que j'avais pas besoin d'aide et je pouvais très bien faire les choses par moi-même. Et que finalement, m'aider au quotidien, ça voulait dire aussi que je ne suis pas capable. C'est pas forcément bienveillant d'aider. Et j'ai changé ma vision des choses sur l'aide. On n'aide pas. Il faut accompagner ou on va travailler ensemble. Et puis après, il y a aussi eu des mots, évidemment, qui ont été extrêmement durs, où on m'a dit que des femmes n'avaient rien à faire en cuisine, qu'on était bonnes à faire à manger à la maison, que on était bonnes à faire des enfants et à fonder une famille, à s'occuper de ses enfants, il fallait choisir, qu'on pouvait pas avoir les deux, que notre place était, si on voulait des enfants, en tout cas, il fallait s'en occuper. Et pour s'en occuper, on pouvait pas travailler, envisager un poste à responsabilité qui demandait du temps professionnel. Et vous avez prouvé le contraire, on en reparlera un petit peu après, mais justement le fait d'entreprendre, souvent ça a longtemps été réservé dans tous les domaines professionnels. Ça a souvent été une affaire d'hommes. Vous avez entrepris très jeune, je crois. Vous avez fondé votre pâtisserie très jeune. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et je suis entourée. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Alors, mon père est toujours développeur et ma mère, en fait, ils travaillaient ensemble. Ma mère était journaliste. Donc, en fait, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ils ont monté plusieurs sociétés ensemble. Très bien.
j'ai un mari qui est aussi entrepreneur depuis tout jeune, depuis sa sortie d'école. Et puis mon entourage est beaucoup. Et donc dans tout ça. Et en fait, finalement, j'ai vécu avec ça. Et puis j'ai vécu aussi avec les contraintes de ça. Donc je sais exactement ce qu'il en ressort. C'est-à-dire que c'est énormément de travail. C'est pas forcément de vacances, de week-end. On travaille à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il faut une grosse force de travail. Et au début, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en voulant monter ma boulangerie au Mexique parce que c'est ce qui s'est imposé un peu à moi naturellement. Je m'étais pas imaginé salarié, en fait. Et puis, un moment, j'ai eu des postes de salarié et je me suis dit, mais c'est tellement bien d'être salarié. Je sais combien je gagne à la fin du mois. Je peux poser des vacances et je sais quand est-ce que je vais les avoir. Donc, ce confort-là m'a beaucoup plu à un certain moment. Et puis finalement, quand j'ai vu un niveau où on est salarié et finalement il fallait aussi, on travaille au service de, et il fallait rester aussi dans un certain cadre. Et à un moment, j'ai eu envie de faire plus de choses. Et le fait d'être salarié, ça m'a mis un plafond de verre. Et j'arrivais plus à aller à réaliser des projets que j'avais envie de faire en fait. Et donc j'avais pas envie qu'on me coupe les ailes. Et j'avais une frustration à ce moment-là. Une frustration. Et puis je me sentais prête aussi à affronter toute la difficulté qu'allait être l'entrepreneuriat. Vous aviez quel âge lorsque vous avez monté votre entreprise? C'est quand même très jeune. Oui, alors moi ça me paraît tard finalement, mais oui, quand même. j'avais Chapeau. 29 ans. Voilà. Chapeau. Vous êtes la première femme de l'histoire. Alors, je vais faire attention au titre parce que je crois qu'il est important pour vous. Avoir obtenu le titre de meilleure pâtissière, c'était en 2023. Est-ce que je me suis pas trompée sur l'intitulé déjà? Alors oui, mais c'est pas grave parce que beaucoup de gens se trompent et c'est l'occasion justement de le redire. Et c'est important, c'est pâtissière mondiale. Pâtissière mondiale. Et alors, qu'est-ce qui signifie ce titre? Je ne suis pas championne du monde, je ne fais pas les meilleurs gâteaux et d'ailleurs, je pense même que je ne sais pas comment on pourrait juger les meilleurs gâteaux, mais il y a des championnats du monde, des gens qui ont passé des concours et qui ont ce titre-là, qui ont durement travaillé pour ces concours. Moi, j'ai passé des concours aussi. Le concours de meilleur ouvrier de France, d'ailleurs, que j'ai pas eu. Et ce qui va être important peut-être aussi d'en parler. Parce on va en reparler, c'est prévu. Je n'ai pas eu, mais c'était une belle victoire. Et puis alors, ce titre de pâtissière mondiale, il représente encore plus pour moi. Parce que qu'est-ce qu'il représente? Il représente le fait qu'ils m'ont désigné l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Donc, c'est les gens qui représentent notre métier. Ce n'est pas un privé. C'est une institution. Et ces gens-là m'ont choisi et m'ont élu pour représenter notre métier à travers le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais représenter, je vais porter les valeurs de notre métier. Porter un message et des valeurs. Voilà. Et ça, c'est d'autant plus fort. Ça veut dire que, et c'est quoi? Ces valeurs, ça va être, c'est l'excellence, la transmission, l'artisanat et tout ce qui va avec l'artisanat et tout ce qui du début à la fin, du produit jusqu'à la fabrication, la transformation et puis après jusqu'à la dégustation. Et finalement, ça va mettre tous les gens qui ont participé à tout ça, tout le système et puis je vais porter les valeurs de tous ces gens-là qui travaillent au service de faire des bons gâteaux d'excellence. Ça se matérialise par une présence à certains événements? C'est au quotidien. C'est-à-dire qu'après, il y a toute la communication aussi qui est importante. Ce qu'on fait aussi, là, il est important. Valoriser notre savoir-faire, notre artisanat. Et voilà, donc en fait, c'est une grosse responsabilité. Et c'est une très belle responsabilité. Non, on s'en souvient peut-être moins, mais le grand public vous a découvert à travers l'émission qui sera le prochain Grand Pâtissier. Je crois que vous avez participé à la saison 2 du programme. Exactement. En 2015. Oui. C'est ça, je me suis pas trompée. À ce moment-là, qui est jury de l'émission? Alors, qui est-ce que vous rencontrez à ce moment-là? Et je pense que ça a eu un rôle aussi dans la suite de votre carrière, j'imagine. Tout à fait. Alors, le jury, il y avait Philippe Urraca. Voilà. Et puis après, il y avait aussi Pierre Marcolini, Christophe Michalak et Christophe Adam. Et en fait, c'est vrai que Philippe Urraca a énormément compté pour moi.
parce que il a été, pour moi, il était déjà le président des meilleurs ouvriers de France pendant très longtemps. J'avais une grande admiration pour lui. Et puis après, il a fait partie de mon parcours parce il m'a transmis certaines valeurs. Il m'a aidé aussi à travailler le concours des meilleurs ouvriers de France. Il m'a appris à tremper des chocolats, toutes ces savoir-faire finalement que moi personne ne m'avait appris. J'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui m'ont. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des chefs de cuisine, mais en fait finalement avec très peu de pâtissiers. Et lui m'a transmis des savoir-faire artisanales, de pâtissier, avec tout cet amour du métier. Vous pensez justement que ces deux approches du métier de la pâtisserie, que ce soit via des chefs, je pense notamment, je crois, à Jean-François Piège, qui a été très important aussi pour vous, plus cette approche plus traditionnelle, en tout cas, du métier, qui a fait la pâtissière que vous êtes aujourd'hui? Alors, chacune des personnes avec qui j'ai travaillé a une petite partie d'elle dans mes pâtisseries. Déjà, ça a commencé avec Denis Baron qui m'a transmis cet amour du pain. Ensuite, Camille Le Sec qui m'a transmis cette passion pour la pâtisserie. Ensuite, il y a Amandine Chéniaud qui m'a donné mon premier poste de chef, qui m'a appris la création, qui a eu un rôle très important pour moi aussi. Du coup Philippe Urraca aussi, évidemment. Et puis après Jean-François Piège, qui a été extrêmement important aussi, qui m'a permis d'atteindre aussi un autre niveau d'excellence dans la précision de chaque recette, dans la précision d'un grand restaurant. Voilà. Et en fait, ces gens-là, chef pâtissière pour son restaurant, le grand restaurant qui était doublement étoilé. Exactement. Enfin, qui l'est toujours d'ailleurs. Et exactement. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été élue pâtissière de l'année en 2016, puis en 2017. Alors cette visibilité. Et puis, en fait, chaque chef m'a apporté quelque chose et j'ai une énorme reconnaissance, une énorme admiration envers eux. Et parce qu'ils font partie de moi. Et ils font partie aussi de ce que je transmets au quotidien à mes équipes aussi. Alors, on va reparler, mais il y a effectivement des chefs pâtissiers qui sont reconnus. Je pense à Pierre Hermé, enfin reconnus en tout cas, populaires. Donc, je pense notamment à Pierre Hermé, Christophe Michalak, on en parlait, que vous avez côtoyé dans l'émission de France 2, Philippe Conticini, toute cette génération aussi avec Yann Couvreur, etc. Est-ce que ce sont des pâtissiers, dont vous êtes proches? Est-ce que vous échangez avec Ah oui, on est très proches. Ces chefs? Évidemment, après, il y a des gens auxquels je suis plus proche que d'autres, mais on est une grande famille, les pâtissiers. On s'entend tous bien. Alors moi, c'est vrai qu'en plus, je trouve que ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment tous des identités assez différentes et on a notre personnalité dans nos pâtisseries, dans nos desserts, et on est très différents les uns des autres. Et c'est ce qui est beau. Et en fait, je suis extrêmement fière d'être française, d'être en France et d'avoir ce savoir-faire artisanal pâtissier en France. Parce que qu'est-ce qu'on a de bons pâtissiers qui font des belles choses. Voilà. Et non, et tous ces gens ont fait grandir à travers leurs gâteaux, à travers leur façon de penser, à travers leurs innovations, la pâtisserie française. Il y a quelque chose qui a aussi aidé à mettre en lumière tous ces métiers d'artisanat et de bouche. Je pense aux émissions de télé. Quel regard vous portez sur ces émissions de télé? Il y en a une notamment à laquelle vous avez participé. On vous voit aussi régulièrement dans Le Meilleur Pâtissier, dans Top Chef. Voilà, quel regard vous portez sur ces émissions-là? Alors moi, je remercie ces émissions-là d'avoir mis en lumière notre métier et puis surtout d'avoir créé plein de vocations. Parce que quand j'ai commencé il y a 18 ans, c'était pas un métier valorisant et valorisé, et maintenant ça l'est. Et c'est sûr que ça a un impact extrêmement positif pour tout ça. Ça va créer beaucoup de vocations, ça fait partager aussi certaines techniques, et je pense que pour moi, la pâtisserie, c'est du partage. Et c'est de la transmission. Et ces émissions de télé contribuent à cette transmission et à ce partage-là. Après, c'est vrai qu'il faut aussi... on voit la pâtisserie comme quelque chose de très beau et très rose, mais ce qu'il faut, et c'est pour ça que aussi d'autres médias sont importants aussi pour montrer aussi la réalité de ce qui est au quotidien, c'est-à-dire on se lève tôt le matin, on travaille de nuit souvent, on travaille évidemment les week-ends, les jours fériés, toutes les vacances. C'est des métiers qui sont durs aussi physiquement. Pendant les fêtes de fin d'année, vous êtes particulièrement
mobilisé, voilà, forcément. et puis même en fait les week-ends, il y a beaucoup de moments et c'est un travail qui peut être très difficile et en même temps très beau. Et il faut aussi, je pense que c'est important de dire aussi, d'être transparent envers ce métier-là, où c'est pas un métier facile. Ça peut paraître très facile à la télé et très joli, et c'est vrai que c'est chouette d'en faire pour son plaisir. On peut être un très bon amateur, mais pas forcément vouloir en faire professionnellement. Parce que il y a certaines contraintes. Après, quand on accepte ces contraintes-là, il est formidable, mais il faut aimer se lever tôt, il faut aimer avoir un travail qui est physique, travailler dans le chaud, dans le froid, et avoir. C'est aussi répétitif comme métier. Quand on va, on fait pas une œuvre d'art tous les jours. On vend des desserts à des gens, et l'idée c'est d'en faire beaucoup pour partager beaucoup. Voilà. On parlait des émissions culinaires, mais on vous a vu aussi beaucoup dans d'autres émissions. On vous a vu dans la Star Academy récemment. Je crois que vous avez fait une apparition aussi dans les 12 coups de midi. Même aussi récemment dans le jury de Miss France. C'est important pour vous aussi d'apparaître dans des émissions grand public comme ça et de montrer votre métier à travers des émissions qui sont pas du tout liées à la pâtisserie, mais oui, pour moi c'est très important de faire ça parce que on partage pas que avec les émissions de pâtisserie, on fait plus que des gâteaux. On transmet aussi un état d'esprit, on transmet, enfin moi en tout cas, j'adore les gâteaux, mais j'aime pas que les gâteaux. J'aime partager. C'est ce qui est vraiment le. Et puis on est. Moi, je suis très contente de pouvoir avoir accès, d'avoir de découvrir certains métiers à travers les réseaux aussi, d'autres métiers que je ne connais pas. Il y a cette curiosité, et du coup, vous vous dites que c'est une expérience à vivre aussi. Alors, oui, c'est une expérience pour moi déjà qui est incroyable, c'est que la pâtisserie peut amener dans des endroits où on s'imagine pas du tout. Et après, sur ces endroits-là où on rencontre des gens qu'on n'est pas du tout censé rencontrer finalement en pâtisserie, ça crée des liens, ça crée de la créativité aussi parce qu'on apprend beaucoup sur d'autres métiers. On apprend plein de choses, on découvre plein de gens et ça crée des relations humaines qui sont incroyables et qui sont presque inattendues et parce qu'elles sont inattendues deviennent exceptionnelles. C'est vrai que lorsque j'ai vu que vous étiez dans le jury de Miss France, ça m'a interpellée parce que souvent on critique le concours Miss France. Oui. Voilà, c'est pas du tout faire honneur aux femmes. Enfin voilà, on a souvent entendu beaucoup de clichés autour du concours de beauté Miss France. Mais j'ai l'impression que votre présence dans cette émission, elle avait une signification toute particulière pour vous, que vous aviez un message justement à véhiculer, qui était proche de celui que vous défendez aussi, dont vous avez parlé de, voilà, il faut que les pâtissières et les cuisinières soient mieux reconnues dans ce métier, en fait. En fait, c'est-à-dire qu'on se trompe aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une vision de Miss France qui est peut-être pas celle de tout le monde, mais il faut aussi dire que c'est pas qu'un concours de beauté, Miss France. Il y a aussi le comportement, enfin, il y a plein de choses qu'on juge. Nous, en fait, quand on est briefé en tant que jury, on ne juge pas que sur la beauté du tout, on juge sur plein de choses, plein de critères qui sont comment elles interagissent entre elles. On a aussi tout un débrief sur comment elles. Enfin, il y a plein de choses. Je vais pas dévoiler les secrets que je ne peux pas forcément dévoiler, mais en tout cas, c'est pas qu'un concours de beauté. Et c'est pas comment déjà elles en sont arrivées là. Et, voilà. La motivation. Et elles vont porter quand même. L'image de la France. Elles vont aller, elles vont faire plein de choses. Elles sont basculées dans les médias et dans un monde différent pendant un an. C'est extrêmement sportif. C'est un nouveau métier. C'est pas facile. Tout le monde ne peut pas porter ça. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et après il y a aussi, c'est quand même sacrément incroyable de pouvoir être sur cette émission qui envoie du bonheur, un bon état d'esprit. Ça unit, ça soude. On est avec des milliers de Français qui défendent leur région. C'est incroyable quand même. Moi, j'aurais jamais imaginé que c'était aussi beau et aussi prenant d'être devant elle, juste à côté de la scène. J'ai vécu un moment incroyable et je peux le dire, ce n'est pas qu'un concours de beauté. Est-ce que vous avez eu des propositions télé qui vous ont questionné? Je pense notamment à Danse avec les stars. Est-ce que vous avez déjà été approché pour participer au casting? Non, j'ai pas été approchée pour Danse avec les stars. En plus, je danse très mal, donc je serais pas capable. Mais après, l'idée c'est pas de faire un maximum d'émissions de télé. Enfin, je suis pas. Ce que j'allais vous demander, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser ou votre priorité ça restera la pâtisserie?
De toute façon, je suis chef d'entreprise et que je veux faire développer. Enfin, moi, mon entreprise, mes équipes au quotidien, c'est le plus important. Je suis pâtissière. Je ne suis pas présentatrice télé, loin de là. Si jamais il y a une médiatisation qui peut transmettre certaines valeurs, qui peut porter notre métier, qui peut mettre en valeur certains axes de notre métier qui est important, avec plaisir, je le ferai. Mais je resterai dans la pâtisserie. Je suis pâtissière. Je fais des gâteaux et je suis chef d'entreprise. Vous faites des très bons gâteaux et on veut continuer à les déguster, surtout. Voilà. On vous a vu également dans plusieurs publicités récemment. Vous êtes associé à une marque de voiture. Comment est-ce que vous choisissez ces marques auxquelles vous associez? À quoi vous faites particulièrement attention? Alors, ça c'est très important pour moi parce que c'est des associations qui sont sur le long terme, très long terme, et il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Voilà. Je veux pas m'associer à trop de marques. Je veux des belles marques où on porte les valeurs ensemble, on crée quelque chose ensemble. Donc le savoir-faire français ou voilà. autre, une excellence. Ça peut être, exactement. Ça va porter certaines valeurs et le choix est toujours et c'est des rencontres de personnes aussi. C'est on se rencontre, on discute et puis il faut bien s'entendre et il faut surtout aller dans la même direction. Je voulais évoquer autre chose avec vous. J'ai déjà entendu beaucoup de pâtissiers dans des émissions qui ont pu dire que il y avait un problème de reconnaissance de la pâtisserie dans le sens où les gens, le grand public est prêt à payer cher un plat, une pâtisserie un petit peu moins. Ils ont un petit peu du mal à se dire, je peux quand même pas payer une pâtisserie 20 €, alors que parfois c'est des années de travail. Qui a un peu un problème de perception. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? De toute façon, l'artisanat en général est sous-estimé et donc du coup sont pas rémunérés à leur juste valeur. C'est des métiers où on produit. Et en fait tous les métiers où on produit, malheureusement ce sont pas des métiers qui sont rémunérés à leur juste valeur, comme je viens de le dire. C'est vraiment et ça il va falloir qu'on change ça aussi, c'est que et pour ça il faut cette transparence, il faut expliquer aux gens. Quand on achète une tarte aux fraises, on n'achète pas juste de la farine, du beurre et des fraises. On achète un savoir-faire. On achète des gens qui ont travaillé, qui en ont fait des milliers des tartes aux fraises pour avoir ce fonçage, pour avoir cette pâte. La pâte, elle a été travaillée sur plusieurs années. Il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu la sélection des fraises, l'acheminement des fraises, parce que pour aller chercher la meilleure fraise, pour avoir quelque chose qui soit responsable du début à la fin. Même pour l'acheminement, c'est-à-dire que on va pas prendre sa petite voiture pour aller. Les fraises, elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas que une personne derrière qui met des ingrédients dans un four et on sort une tarte aux fraises. Il y a toute une équipe, tout un travail, pour toute une expérience et un sourcing des produits. Et puis il y a peut-être 20 personnes qui ont dû faire une action pour que cette tarte aux fraises arrive sur la table devant le client. Et peut-être que c'est davantage compris dans le milieu de la cuisine et de la gastronomie, un petit peu moins dans le milieu de la pâtisserie. En tout cas, on a moins de mal à... Enfin, je dis je m'implique pas forcément, mais peut-être que le grand public a moins de mal à payer un plat à 20 €, un plat principal dans un restaurant, alors qu'une pâtisserie, ils vont se dire, waouh, c'est très très cher. Alors que finalement, il y a peut-être plus de travail parfois dans une pâtisserie il y a même, je pense, plus de travail dans une pâtisserie que dans un plat du jour, dans une brasserie. Alors, je peux pas le comparer parce qu'en plus, alors ça dépend, c'est les bons produits finalement qui sont pas assez valorisés. Parce que on peut avoir de la très mauvaise pâtisserie avec des produits qui sont qui sont mauvais, qui ont été pas bien travaillés et qui sortent de machine. Et on peut avoir une pâtisserie pas chère et qui soit déjà payée presque trop cher. Ça existe aussi. Et puis il y a des restaurants, les bons restaurants, même à des menus à 500 €, finalement ça mériterait plus. Bien sûr. Parce que derrière, il y a le service, il y a la vaisselle, il y a l'assiette qui a été... rien n'a été laissé au hasard. Il y a plein de petits détails qui expliquent... Exactement, et finalement, c'est la qualité. Et les gens qui travaillent pour atteindre cette qualité-là, souvent, on réalise pas tout ce qu'il y a derrière pour avoir... Et en fait, c'est la passion, mais la passion, elle devrait aussi se valoriser. C'est terrible parce que les métiers de passion, à chaque fois qu'on est métier de passion, comme c'est de la passion, on pourrait travailler sans être payé parce que c'est notre hobby. Mais non, pourquoi on serait pas payé pour ce qu'on fait et ce qu'on produit?
On fabrique quelque Bien chose, sûr. quelqu'un achète quelque chose. Et moi, c'est pour ça que quand je travaille avec des producteurs, je vais pas aller négocier le prix. Je négocie pas le prix, c'est son prix. Il mérite d'être payé pour ce qu'il fait. Est-ce que vous diriez que la pâtisserie, c'est le parent pauvre de la cuisine? Moi, je pense que ça va ensemble. Parfois, on a envie de manger des gâteaux. Parfois, on a envie de manger du salé. Les deux vont ensemble. Et en fait, ça fait, pour moi, on est tous dans la même famille. On est dans la bouffe. On est dans la gastronomie. On est dans ce moment qui est incroyable de partager de la nourriture, de cuisiner ensemble, de manger, on se nourrit. Se nourrir, quand même, c'est le geste le plus important qui soit. On a besoin de manger pour rester en vie. Les animaux, tout tourne autour de la nourriture et du sommeil. Donc, en fait, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et en plus, dans les gâteaux, c'est pas nécessaire. C'est pour créer du bien-être et du bonheur. On a besoin de sucre pour vivre. C'est important, le sucre. Ça fait fonctionner le cerveau et plein de choses. Mais on a besoin de se faire plaisir. Et finalement, quand on veut se faire plaisir, tout le monde peut avoir accès à de la pâtisserie. C'est de la première nécessité de bonheur. C'est du bonheur accessible à tous. Aussi bien en le faisant qu'en le mangeant. On peut, même si on veut acheter de la haute pâtisserie, on peut économiser et acheter un bon gâteau. C'est vraiment un produit Plaisir. de luxe, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, accessible à tous. Alors, vous le disiez, c'est un métier exigeant, la pâtisserie. Vous vous levez parfois même souvent, très très tôt. Vous vous couchez très très tard. À quoi ça ressemble une journée avec Nina Métayer? Alors, ma journée, elle commence, souvent j'aime bien me lever à 4-5 heures. Donc, admettons une journée un peu type, je me lève à 4 heures, je suis au labo à 5 heures, parce qu'entre 5 heures et 8 heures, c'est le meilleur moment de la journée. C'est le moment que je préfère. C'est là où il y a un bon état d'esprit, où il n'y a pas le téléphone qui sonne parce qu'il n'y a pas encore de problème à régler, on n'a pas de mail encore qui tombe, etc. On peut travailler. On travaille, on court un peu partout, on finit les gâteaux, on poche, on fait les finitions, on est dans l'accomplissement. Et puis après, il y a surtout cet état d'esprit d'équipe aussi, où on travaille en musique, on rigole ensemble, on se raconte un peu nos vies, on est dans un moment un peu hors du temps. Ensuite, à 8 heures, eh bien là, je suis plutôt sur la partie création, où j'ai l'équipe de création qui arrive à 8 heures, où là, on fait tout le développement des prochaines gammes et des prochains produits en cours. Et puis après... Donc là, Pâques 2025, déjà. Voilà, Pâques, c'est-à-dire Noël est prêt, là. Non, on est en cours, mais on est un peu en retard. Pardon, je voulais pas vous stresser. non, c'est va. Et puis après, et puis après, c'est plutôt la partie administrative, développement, et puis organisation qui est plutôt la partie bureau. Oui, parce que c'est ça le mot d'ordre, enfin le mot magique, c'est l'organisation. Quand on a 2 enfants en bas âge, je sais plus quel âge ont vos filles. 3 ans et 6 ans. Oui, donc elles nécessitent quand même beaucoup d'attention encore. Comment est-ce que vous vous organisez pour être suffisamment présente et en même temps pour développer cette entreprise, cette maison? Alors déjà, nous on travaille en famille. Donc on a tout mélangé, comme ça au moins on arrive tous à se voir. Je travaille avec mon mari, mon père, ma mère, ma sœur. D'accord. Voilà, et puis du coup ça fait partie des enfants aussi. Donc c'est vrai que on n'a pas du tout une vie classique. Moi je les emmène très rarement le matin, mais encore je suis chef d'entreprise. Quand il y a un matin où il faut que je les emmène, je vais les emmener. C'est sûr que je vais bosser beaucoup plus peut-être que certaines personnes, mais ça me permet aussi parfois de pouvoir prendre le temps quand il est nécessaire. Ça c'est une grande liberté parce que finalement il n'y a pas besoin de voir nos enfants une certaine quantité de temps et être au travail une certaine quantité de temps. C'est pas l'équilibre. C'est la qualité du moment que l'on. C'est la qualité et quand. Parce que, évidemment, il faut des moments qualitatifs. Ça, c'est clair de toute façon, on peut pas faire sans. Mais il y a aussi quand est-ce que mes enfants ont besoin de moi et quand est-ce que moi j'ai besoin d'eux. Et à ce moment-là, je vais me libérer pour le faire. Et puis quand est-ce que mon travail a besoin de moi et mes équipes ont besoin de moi et moi j'ai besoin de travailler. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est l'équilibre qui va changer au jour le jour. Et il y a des mois où, les mois de Noël et les galettes, évidemment, je vais pas beaucoup voir mes enfants. Mais on le sait, ça fait partie du jeu. Et puis après, il y a des mois où je vais pouvoir plus prendre le temps avec elles et me dire, là c'est les vacances scolaires et du coup je travaille pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche parce que j'ai besoin et mes enfants ont besoin de moi à ce moment-là. Je vois qu'elles commencent à être puis ça se ressent, elles vont le dire, elles vont me le dire. Il y a pas d'équilibre parfait, mais d'avoir une maman de bonne humeur accomplie qui arrive à la maison, de toute façon le moment il sera chouette parce que je serai de bonne humeur et je serai là pour elle et parce que ma journée s'est bien passée et que je suis contente
de ce qui se passe aussi au travail. Ça me permet d'être contente à la maison. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais qui se ressentent, qui sont très importantes pour les enfants et pour la famille, même pour les amis. Même quand on voit des amis et quand on a accompli soi-même, tout se passe bien autour. Parce que ce qu'on est, ça transpire. Et si on transpire quelque chose de positif, du coup, ça crée le positif autour de nous. Et quand je suis d'une mauvaise humeur ou quand il y a eu des moments même dans ma vie qui ont été beaucoup plus durs, même si j'étais plus avec mes enfants, ça n'allait pas non plus. Le temps que je passais avec elle n'était pas qualitatif. On s'engueulait, ça n'allait pas, et elle faisait des comédies, des choses que je comprenais pas. Et finalement, c'est parce qu'elle ressentait que j'étais pas bien. Et donc maintenant, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prendre plus de temps. Il y a besoin de décider de le prendre et d'assumer la décision qu'on prend. Si je prends la décision d'aller travailler, je l'assume jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas eu de sacrifice à faire. Alors évidemment, il y en a un peu tous les jours des sacrifices. Et c'est toujours des choix, parce que quand on fait des choix, on fait le choix de pas faire autre chose. Aussi, forcément. Voilà. Donc oui, il y en a. Mais si c'est un sacrifice qui est assumé, qui est choisi finalement. Ce qui compte, c'est la finalité. Même pas la finalité, ce qui compte, c'est au quotidien. C'est-à-dire d'être bien dans l'instant présent. Là, on est ensemble, on discute, je suis contente. Tout à l'heure, j'ai un autre rendez-vous, je vais être contente de le faire. Et cet après-midi, je vais récupérer mes enfants parce qu'on est mercredi et que ce week-end, je vais travailler, donc je vais pas les voir, donc je vais les voir. Et à midi, je suis partie pour aller voir mes enfants. Et là, je serai avec elles, je vais pas travailler. Et je serai contente de le faire. Il faut apprécier l'instant présent. Et ça, il y a que nous qui pouvons le faire. Et c'est chaque minute. Comment est-ce que vous avez vécu vos grossesses? C'est un métier difficile, on est debout, on disait, il faut porter des choses assez lourdes, etc. Est-ce que ça a été un moment compliqué pour vous dans la sphère professionnelle? Alors, j'ai vécu deux grossesses extrêmement différentes. Une grossesse en tant que salariée, une grossesse en tant qu'indépendante. Une grossesse en tant que salariée que j'ai extrêmement mal vécue parce que je me suis mise une pression et que, en fait, j'avais pas encore assumé le fait que je pouvais être maman et chef. Parce qu'on m'avait toujours dit que c'était pas possible et j'étais dans la douleur du coup. Je culpabilisais d'être enceinte et je culpabilisais de travailler. Et finalement, je vivais tout mal. Et ça, c'était vraiment dans ma tête. C'était extrêmement dur. Parce que comme on m'avait toujours dit, tu ne pourras pas être chef, femme et mère, du coup, je m'étais dit que non, mais en fait, au fond de moi, je pensais qu'ils avaient raison. Et je me culpabilisais constamment. Donc j'essayais de faire plus, je travaillais nuit et jour, j'essayais de compenser en fait à ce moment-là. Voilà. Donc je travaillais pour montrer que je pouvais travailler enceinte et après je culpabilisais parce que du coup c'était pas bien pour mon bébé et qu'on me disait reste allongée, tu te rends compte. Et en fait tout le monde me culpabilisait. On me disait tu travailles trop, c'est pas bon pour ton bébé. Ou alors non, c'est que je travaillais trop, c'est pas bon pour mon bébé. On disait pas trop l'inverse, c'est que je me reposais trop. Pour le coup, j'ai essayé de trouver l'inverse, mais non. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un mari aussi qui m'accompagnait beaucoup et qui m'a toujours soutenue dans ça, parce que ça, c'est très important aussi. On fait pas tout seul un enfant. Et on ne décide pas toute seule de faire une carrière comme ça. C'est le choix d'une famille. Et moi, j'ai un mari qui m'a soutenue depuis toujours, qui maintenant est le directeur général de l'entreprise. Donc, il a changé aussi de profession. Il était dans l'audiovisuel, il a changé de profession pour m'accompagner dans ce projet. C'est même pas m'accompagner, c'est le faire avec moi. Il m'a toujours dit que je pouvais le faire et me donner toutes les clés pour que je puisse le faire et m'accomplir. Et donc c'est très beau parce qu'il faut aussi voir ça. Et puis ensuite, et donc cette grossesse-là, j'ai très mal vécu. Et à un moment, ma mère et mon mari m'ont dit Nina, arrête, parce qu'en fait là, tu fais ni l'un bien ni l'autre bien. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et en fait, il y a eu ce déclic-là où je me suis dit assume-le. Et ça va pas être facile, mais et c'est vrai qu'en tant qu'indépendante, ça a été beaucoup plus simple. Parce que finalement, j'ai des comptes à rendre avec moi-même, donc je ne pouvais plus remettre la faute sur quelqu'un. Si, il faut que je travaille, on m'a donné ça comme mission. Non. Je me donne mes missions. Donc maintenant, tu assumes de travailler. Et tu assumes et tu es capable de le faire. Et c'est vrai que l'indépendance m'a apporté ça aussi, m'a énormément aidé, parce que finalement, je suis face à mes responsabilités et que je ne peux en vouloir qu'à moi-même si jamais je fais un choix. Donc je décide de passer du temps au travail, où je décide de, voilà. Et finalement, ma grossesse, avec ma deuxième fille, j'ai travaillé jusqu'au bout. Je me suis même pas arrêtée du tout. Évidemment, je suis indépendante. J'ai travaillé jusqu'à aller à la maternité et j'ai repris le travail une semaine, même pas une semaine après être sortie de la maternité, 3-4 jours.
J'étais sur un événement avec mon bébé dans les bras, en lui donnant le sein, etc. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, j'ai pas eu besoin de m'arrêter parce que j'étais en forme, que mon bébé était en bonne santé, que j'avais mon mari à côté qui et je faisais des démonstrations sur scène et j'allais allaiter 3 minutes après. Donc en fait, ça s'est extrêmement bien passé. C'est pas et c'est vraiment en fait comment on est avec soi-même. Et si on est sympa avec soi-même, déjà ça se passe bien. C'est vrai. Alors vous disiez que Délicatisserie, c'est vraiment une affaire de famille. Vous travaillez avec votre sœur, vos parents, votre mari. Et puis vos petites filles aussi, quelque part, on voit que vous publiez beaucoup de contenu et des vidéos aussi avec elles, etc. C'est important pour vous aussi de partager avec elles cette passion-là? C'est très, très important. Déjà parce que mon travail me prend beaucoup de temps et que je partage mon travail avec beaucoup de gens et que du coup, quand je suis avec d'autres gens, je suis pas avec elles. Et quand je fais des gâteaux pour les autres, j'ai besoin d'en faire aussi pour elles. Au départ, quand je me levais à 4h et qu'elles m'entendaient partir, elles pleuraient, elles comprenaient pas pourquoi je partais dans la nuit, ça les faisait peur un peu jusqu'au jour où j'ai compris que je vais les emmener avec moi pour leur montrer où je vais et pour qu'elles comprennent que je fais des gâteaux avec une super équipe et qu'en fait, c'est chouette. Et maintenant, quand elles se réveillent la nuit et que je pars, elles me disent bisous maman, on va faire des beaux gâteaux. Et elles sont trop contentes. Donc en fait, il faut que j'ai décidé de tout mélanger. J'ai besoin qu'elles comprennent complètement ce que je fais au quotidien. Et puis pour moi, ça va aussi en tant que maman, j'ai besoin de leur montrer un exemple de femme accomplie qui prend sa vie en main, qui a pas peur de travailler, qui aime son travail, et qui fait des choix. Et puis après, faire des gâteaux avec elles le week-end, c'est surtout elles qui en veulent. Et comment je pourrais leur dire non? C'est pas possible. Elles ont une maman pâtissière. Ce serait horrible de leur dire non. Elles adorent faire des gâteaux. Le mercredi, à chaque fois, c'est quand est-ce qu'on part en week-end et quand est-ce qu'on va faire des gâteaux. Et elles sont déjà en train de faire la liste de tout ce qu'elles veulent faire. Elles me font la liste des courses et elles me disent pour qui elles veulent le faire, à qui elles vont le donner. Et donc j'ai déjà toute une liste de prêtes. Elles vous bluffent sur leur talent. Alors je leur demande pas d'être fortes déjà. Donc parfois elles me bluffent et parfois elles me bluffent aussi parce qu'elles n'y arrivent pas. Je fais quand même, dis donc. Et le but c'est pas du tout qu'elles sachent bien faire des gâteaux, c'est vraiment qu'on prenne du bon temps. Et je m'en fiche qu'on sorte un joli gâteau à la fin. Vraiment, c'est le dernier de mes préoccupations. Par contre, si on jette de la farine dans la figure parce qu'on s'amuse, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire un beau gâteau. On peut s'amuser. Vous le faites aussi avec vos équipes, ça? Alors non, on évite de salir le labo parce qu'après, il faut nettoyer. Voilà. On a autre chose à faire. Mais non, on est un peu plus carré. Après, évidemment, parfois, on peut se faire des petites blagues et puis voilà, on rigole. On écoute de la musique, on rigole. Quels sont j'ai envie de terminer par cette question. Quels sont vos projets? J'ai des super projets que je peux pas vous dire encore. C'est dur. Hein. Mais c'est normal. On me répond souvent ça. J'ai juste hâte de pouvoir le dire. Bon, alors on va rester connectés. Est-ce que repasser le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un projet pour vous? Pas du tout. Pour le moment, pas du tout. Je pense que ce serait trop égoïste de le faire maintenant. J'ai 40 personnes à emmener avec moi pour faire des beaux gâteaux. On a plein de projets en cours. Et en fait, ce concours-là, moi, je vais pas dire que... moi, j'ai déjà accompli ce que j'étais venue chercher. Le savoir-faire que j'ai acquis pendant ces 4 années de travail. Ça a été beaucoup de sacrifices de temps. D'ailleurs, j'étais enceinte de ma 2e fille aussi quand j'étais en entraînement intensif. C'est 4 années de travail intensif pour se préparer au concours de meilleur ouvrier. Exactement. Et si je le repasse, ces 4 années, déjà, elles ont existé. Donc voilà. Et puis après, ce serait peut-être pourquoi pas, mais ce serait la petite gourmandise supplémentaire du gâteau à la fin quand on aura bien construit le gâteau. Mais pour l'instant, voilà, j'ai eu ce concours m'a énormément apporté en entraînement, en apprentissage. J'ai appris énormément sur moi aussi, pas que pâtisserie, sur mon équipe. Ça a fédéré mon équipe énormément parce qu'ils ont dû apprendre à travailler aussi un peu plus seuls quand je m'entraînais. Apprendre des responsabilités, ça les a fait grandir eux aussi, ça nous a fait des souvenirs incroyables et puis à la fin ma pièce elle s'est cassée et puis on a eu j'ai eu des petits problèmes qui se sont passés qui étaient un peu malgré moi lors de l'épreuve et c'est la vie. Mais en fait quand on prépare ce concours, je pense pas qu'on puisse se préparer en disant je vais gagner. Oui, dans la tête c'était bon, je voulais gagner, j'ai toujours voulu gagner sinon je l'aurais pas préparé. Gagner c'est même pas gagner, c'est l'avoir parce qu'il y a rien à gagner.
c'était une grande victoire, mais déjà l'avoir préparé en tant que femme, maman, chef d'entreprise. Ça vous a beaucoup appris. J'ai fait le défi. Je suis allée là où je voulais aller. Évidemment, j'aurais préféré quand même, voilà. Sûr. Mais c'était pas ça le plus important. C'était peut-être pas le bon moment. Ouais, et puis finalement, c'était peut-être pas ça. Et puis je pense que c'était pas ça. Il fallait pas que j'ai autre chose. Et puis j'ai pu le fait de pas l'avoir eu à ce moment-là m'a fait développer mon entreprise de façon peut-être un peu plus rapide, d'une façon différente. Et moi, je pense que les choses, elles sont là, elles doivent arriver quand elles arrivent. Et puis quand elles arrivent pas, c'était la petite marche supplémentaire qui m'a fait avancer. Merci beaucoup pour cet entretien. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a bien retracé votre vie et votre parcours. Merci beaucoup, Nina. À bientôt. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!